Dans ma précédente vidéo, j'ai fabriqué un lanceur utilisant des électroaimants pour accélérer des avions en papier à environ 42 km/h, ce qui est rapide pour ce type d'avion. Mais je veux le rendre plus rapide. Avec un lanceur purement mécanique comme mon trébuchet, je peux simplement augmenter la taille du contrepoids. Avec mon trébuchet à volant d'inertie, il suffit de le faire tourner plus vite. Mais augmenter la vitesse de ce lanceur n'est pas si simple. On pourrait simplement augmenter la puissance d'entrée. Mais il y a un problème. La puissance électrique se calcule en multipliant la tension par le courant. Donc augmenter l'un ou l'autre augmentera la puissance de sortie. Cependant, l'activation et la désactivation des bobines sont minutieusement synchronisées à l'aide de plusieurs composants électroniques qui ont tous une limite de tension et de courant, limite à laquelle le lanceur fonctionne actuellement. Les commentaires sur ma dernière vidéo montraient une confusion, certains pensaient que j'en avais construit un de cela qui fonctionne en court-circuitant un projectile métallique entre deux rails de forte puissance, créant ainsi un champ magnétique très puissant et lançant le projectile. Tant que le projectile ou les rails ne fondent pas, on peut augmenter la puissance pour des vitesses plus élevées. Mais avec mon lanceur, je dois adopter une autre approche. Entre chaque bobine se trouve un capteur à effet Hall magnétique qui détecte le passage du traîneau magnétique, ce qui permet ensuite de synchroniser l'activation des bobines. Nous pouvons aussi utiliser les données de ce capteur pour mesurer la vitesse du traîneau en chronométrant son temps entre chaque bobine. Et comme elles sont toutes espacées de manière égale, nous pouvons diviser la distance par le temps pour obtenir une mesure de la vitesse à 20 intervalles le long du rail, ce qui nous permet également de tracer un graphique de la vitesse en fonction de la distance. Chaque point sur le graphique représente une bobine sur le lanceur. Et vous pouvez voir que la vitesse gagnée par les premières des bobines est énorme et commence à se stabiliser à mesure que le traîneau accélère. Maintenant, j'avais une théorie sur la raison pour laquelle cela se produisait, mais en montant cette vidéo, je pense maintenant que je me suis trompé. En bref, le régime d'un moteur électrique à courant continu est limité par sa tension d'entrée. Mon lanceur étant un moteur linéaire, je pensais que le même phénomène se produisait. La théorie est que les aimants passant devant une bobine vont générer un courant dans la bobine et une fois que ce courant généré est égal au courant d'entrée. Le projectile n'accélérera plus. La seule façon de le faire aller plus vite est soit d'augmenter la tension d'entrée, soit de diminuer la tension générée par les aimants passant devant les bobines. Ce qui ne peut être fait qu'en réduisant le nombre de tours de fil par bobine. Et comme je ne peux pas augmenter la tension d'entrée, j'ai décidé de remplacer toutes les bobines. En commençant par les 80 tours de fil d'origine dans le premier ensemble de bobines et en réduisant jusqu'à 30 tours de fil dans la dernière paire de bobines. Voici donc le premier test des nouvelles bobines rembobinées. Comme vous pouvez le voir, les supercondensateurs sont branchés. L'ordinateur est prêt pour l'enregistrement des données, donc je vais appuyer sur le bouton de lancement et attendre 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ça avait l'air assez rapide. L'enregistrement des données indique 15,79 mètres par seconde. C'est quoi? Plus de 30% d'augmentation de vitesse? Pas mal. Donc si remplacer toutes les bobines a entraîné une augmentation de vitesse de 35%. Pourquoi est-ce que je crois maintenant que ma théorie était fausse? Eh bien, si nous ouvrons une feuille de calcul Excel, nous pouvons créer une colonne pour la distance, qui correspond à la distance parcourue par le projectile le long du rail. Nous pouvons également créer une colonne pour l'accélération et nous pouvons créer une colonne pour la vitesse. Pour la distance, je vais mettre 0 et ensuite je vais l'exprimer en mètres parce que je sais que chacune des bobines est espacée de 4,2 cm. Donc si nous faisons glisser cela jusqu'en bas, cela devrait couvrir les 20 des bobines. Pour l'accélération, je sais qu'elle est d'environ 90 mètres par seconde carré, donc je peux l'entrer ici. Et puis pour la vitesse, nous devons utiliser une équation, que si vous avez déjà étudié la physique ou la mécanique mathématique, vous avez probablement entendu parler des équations SUVAT. C'est un ensemble d'équations décrivant le mouvement d'un objet. Dans ce cas, nous voulons calculer la vitesse en utilisant la distance et l'accélération. Donc nous allons utiliser l'équation v carré égale u carré plus 2as. Donc si j'entre cela dans cette case, en résolvant pour la vitesse, on met la racine carrée de la vitesse initiale au carré. Plus 2 multiplié par l'accélération multiplié par la distance entre les bobines. Parce que nous voulons calculer cette chose pour chaque point le long du rail.
Et je peux faire glisser cela vers le bas et nous obtenons une vitesse finale de 12,29 mètres par seconde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si nous traçons ces valeurs sous forme de graphique, avec la vitesse sur l'axe caxaïde et la distance sur l'axe X, nous obtenons un graphique qui nous est très familier. En fait, il a l'air un peu trop familier. Alors, copions les données réelles de vitesse et collons-les dans cette colonne. Vitesse réelle. Maintenant, si on importe ça dans le graphique, attendez un peu, ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Nous avons la ligne bleue, qui représente la vitesse simulée en utilisant cette équation SUVAT. Et ensuite, nous avons la ligne orange, qui est la vitesse réelle, mesurée par les capteurs magnétiques sur le lanceur. Et elles sont presque parfaitement alignées. Et cela a du sens pour les bobines précédentes, car elles ont toutes le même nombre de spires, donc produisent les mêmes forces magnétiques, et donc l'accélération est constante. Honnêtement, je pense avoir eu de la chance que les nouvelles bobines soient plus rapides. C'est parce que réduire le nombre de tours de fil réduirait, en général, la force de l'électroaimant. Mais heureusement, réduire le nombre de spires réduit aussi la résistance de la bobine, ce qui permet à plus de courant de circuler, produisant ainsi un champ magnétique plus fort. Non seulement cela, mais après quelques recherches, j'ai découvert que réduire la longueur de la bobine entraîne également un champ magnétique plus fort. Et si je calcule la force relative du champ magnétique de chaque bobine en fonction de leur longueur, je peux la multiplier par l'accélération connue des bobines précédentes, ce qui donne un autre graphique à l'apparence très familière. Pour référence, voici les données réelles recueillies à partir des nouvelles bobines. Cependant, ces bobines à faible résistance ont pour effet secondaire d'imposer une forte charge de courant à la source d'alimentation. J'utilise des supercondensateurs conçus pour de forts taux de décharge, et ce sont les mêmes que sur mon vélo électrique de 4 kW. Il devrait donc gérer sans problème un petit lanceur d'avion en papier. Heureusement, je peux enregistrer la tension d'entrée grâce à la carte de contrôle principale. Lors du lancement, on voit comment la tension des supercondensateurs chute sous la charge. Ici, vous pouvez voir qu'ils sont initialement chargés à 16,5 volts et chutent immédiatement à environ 13 volts lorsque les premières de bobines s'allument, et il y a un pic très net de tension entre chaque activation et désactivation des bobines. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que chaque pic se rapproche de plus en plus à mesure que le traîneau accélère. Mais que montrent ces données en termes de performance? Eh bien, la puissance est égale à la tension au carré divisée par la résistance. Et je sais que ces premières bobines ont une résistance de 0,16 ohms. Donc, si la tension restait à 16,5 volts, on devrait obtenir 1700 watts de puissance. Mais à la place, à 13 volts, on n'obtient qu'un peu plus de 1000 watts. J'ai donc pensé tester les batteries au lithium de mon vélo électrique. Rien qu'au bruit, je savais que la luge allait plus vite. Elles étaient rechargées exactement à la même tension que les supercondensateurs, mais fournissaient en moyenne une tension 20% plus élevée, ce qui fait une énorme différence. Cela se voit clairement sur ce graphique. Les bobines finales se sont éteintes plus tôt, indiquant que la luge a atteint une vitesse plus élevée de 16,42 mètres par seconde. À la fin de ma dernière vidéo, j'ai mentionné que je voulais que les bobines non seulement tirent les aimants, mais aussi les poussent. Le seul problème, c'est que l'électronique nécessaire pour inverser la polarité des bobines va augmenter énormément la complexité du système. J'ai donc fabriqué un chariot économique avec deux ensembles d'aimants, où l'un est un pôle nord qui sera attiré par la bobine et l'autre est un pôle sud qui sera repoussé par la bobine. Cela double la force vers l'avant sans demander plus de puissance aux bobines. Cependant, en faisant cela, nous doublons également la masse du traîneau. Donc même si la force vers l'avant est augmentée, l'accélération reste la même et la vitesse finale n'est pas plus rapide. En concevant ce traîneau double, j'ai constaté que les aimants du traîneau original étaient un peu plus hauts que le centre des bobines, ce qui peut influencer la force d'attraction magnétique. Cela pourrait aussi alourdir le traîneau et augmenter la friction. J'ai donc repensé le traîneau avec les aimants à la hauteur parfaite et ajusté certaines dimensions pour qu'il ne vacille plus autant sur le rail, ce qui rend le traîneau plus large d'1 mm, permettant aux aimants d'être plus proches des bobines, ce qui, selon moi, est utile car les moteurs électriques ont de très faibles écarts entre aimants et bobines. Cela a donné une vitesse maximale de 18 mètres par seconde. Donc après avoir changé toutes les bobines, utilisé une meilleure source d'alimentation et repensé le traîneau, nous avons augmenté la vitesse de 42 km/h à maintenant dépasser les 65. C'est bien trop rapide pour un avion en papier.
J'ai donc conçu un mini planeur imprimable en 3D qui se fixe à un traîneau grâce à ses bras de montage qui ne permettent au traîneau de pivoter que dans cette direction de rotation. Ainsi, même si l'avion tente de décoller avant la fin du lanceur, comme les avions en papier, il restera retenu jusqu'au détachement du traîneau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit utile pour vous ou non. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Et ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu en dessous si c'est le cas. Merci à tous mes soutiens sur patreon.com qui rendent ces projets possibles. Je ne pourrais pas faire ce travail sans vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.